Bonjour à tous, alors je vais reparler du patrimoine des hommes et femmes politiques aujourd'hui. Alors je dis reparler parce que pour ceux qui s'en souviennent, j'avais déjà fait une vidéo où j'analysais le patrimoine des ministres et dans cette vidéo, j'avais été globalement surpris et déçu par le faible patrimoine des hommes et femmes politiques. Pourquoi je dis faible ? Parce que dans la plupart des cas, on connaît très bien leur parcours et c'est soit un parcours dans le public, on va dire dans la fonction publique, donc avec des salaires qui sont bien connus, du type maire de grande ville, député, etc. Ou bien d'autres ont des beaux parcours dans le privé avec des salaires qui ne sont pas connus mais qu'on imagine globalement assez confortables, ce qui m'avait fait dire à l'époque que la plupart ne géraient pas très bien leurs finances. Et je me souviens avoir été choqué déjà en 2014, lors de la nomination de Manuel Valls en tant que Premier ministre. À l'époque, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique venait d'être créée et on avait appris qu'à 52 ans, après 12 ans en tant que député et maire d'Évry, il n'avait que 93 000 euros de patrimoine net et presque 100 000 euros de prêt personnel en plus de son prêt immobilier. Et à cette même époque, donc 2014, j'avais été aussi surpris, comme beaucoup d'ailleurs, de savoir qu'Emmanuel Macron avait déclaré un patrimoine de 550 000 euros, soit moins que Jean Lassalle et ses 630 000 euros. Après avoir gagné 2,4 millions en 18 mois chez Rothschild. Alors pour ceux qui ne s'intéressent pas trop à la politique, je précise que c'est Emmanuel Macron qui a travaillé chez Rothschild et pas Jean Lassalle, malheureusement. Alors je dis malheureusement parce que j'aurais adoré savoir que Jean Lassalle avait travaillé chez Rothschild. On aurait imaginé un peu les réunions clientèle entre Jean Lassalle et les clients. Bref, je reparlerai des patrimoines des hommes politiques français plutôt en fin de vidéo et je parlerai notamment du PEA et du compte-titre d'Emmanuel Macron. Mais on va d'abord s'attaquer à la question du jour qui est: est-ce qu'être riche est un bon ou un mauvais point pour une femme ou un homme politique? C'est typiquement la question que se posent actuellement les Américains avant leur élection présidentielle de novembre. Bien sûr, quand on pense différence de fortune, on pense d'abord aux deux candidats, avec d'un côté Donald Trump et ses 6 milliards de dollars d'un côté, et Kamala Harris, dont j'ai revu le patrimoine en vidéo, qui a, avec son mari, un patrimoine d'environ 8 millions de dollars. Mais c'est surtout au niveau des colistiers que le contraste est important, avec à ma droite, J.D. Vance, colistier de Donald Trump, 40 ans. Après une carrière comme journaliste militaire dans les Marines, il reprend des études de droit et il fait ensuite un peu de tout. Il travaille d'abord pour un sénateur, puis pour un juge, puis pour un cabinet d'avocats, avant de devenir VC, avant de devenir venture capitaliste. Il travaillait pour le fonds d'investissement de Peter Thiel, un milliardaire cofondateur de PayPal et de Palantir. Alors, il est intéressant ce Peter Thiel parce que c'est notamment le premier investisseur extérieur dans Facebook. Il a acheté 10% de Facebook pour 500 000 dollars en 2004. Mais bref, revenons à J.D. Vance. Donc, il a continué ensuite à changer régulièrement de carrière, on va dire. Il a travaillé dans différents fonds d'investissement, tout en écrivant à côté un livre pour finalement devenir sénateur en 2022. On le voit, une carrière un peu compliquée, il a été un peu touche à tout. Alors que de l'autre côté, on a Tim Walz, un démocrate, colistier de Kamala Harris, qui a 60 ans, qui a commencé lui aussi dans l'armée, mais ensuite a passé beaucoup de temps dans l'enseignement pour finir en politique, membre du Congrès et gouverneur du Minnesota. Donc une carrière entièrement consacrée au service public. Alors forcément, côté patrimoine, il est très loin de J.D. Vance. Il ne détient aucun actif, que ce soit immobilier ou autre, en dehors de ses plans de retraite. Et c'est ça qui fait beaucoup parler aux États-Unis. Il a pourtant un salaire d'environ 150 000 dollars par an en tant que gouverneur et des revenus totaux de 300 000 dollars. Mais avec une richesse nette estimée entre 100 000 et 300 000 dollars pour son couple, Tim Walz est parmi les duos de candidats à la présidentielle, celui qui a le plus petit patrimoine depuis Harry Truman en 1945. Alors attention, on ne parle pas ici de son fonds de pension, de ses fonds de pension pour sa retraite qui avoisine les 800 000 dollars, mais si on enlève donc cette partie fonds de pension et retraite, c'est vrai qu'il a un patrimoine qui est plutôt faible compte tenu de son âge et de son passé, de sa carrière globale si vous voulez. Alors que le républicain J.D. Vance, le colistier de Donald Trump, vous l'avez compris, lui c'est son opposé, c'est le pur capitaliste américain avec un patrimoine financier hors immobilier qui doit se situer entre 4 et 10 millions de dollars selon le Wall Street Journal, plus 3 biens immobiliers, donc voilà, difficile d'évaluer, mais on peut penser que ça doit tourner peut-être entre, 8 et 15 millions de dollars. Et il est investi dans une centaine de sociétés, il détient un peu plus de 100 000 dollars en crypto, alors on ne connaît pas exactement ses positions, mais je pense que c'est quelqu'un qui est un investisseur dans l'âme. Il a gagné d'ailleurs environ 1,2 million de dollars en 2022, donc sa fortune doit maintenant être plus élevée, mais on parle uniquement d'estimation parce que les deux colistiers n'ont pas encore rempli leur formulaire de déclaration de patrimoine. Et c'est donc le patrimoine de Tim Walz qui fait parler. Il y a même un article du Wall Street Journal qui pèse le pour et le contre de son faible patrimoine. Alors pour certains, c'est un atout, puisque Tim Walz est considéré comme ayant
servi la communauté, comme disent les Américains, donc sans s'enrichir, et même s'il est plus riche que la grande majorité des Américains, il n'apparaît pas comme déconnecté de la réalité. Ensuite, pour beaucoup, c'est un signe qu'il ne profite pas de ses postes au Congrès ou bien comme gouverneur pour s'enrichir, ou bien qu'il n'est pas influencé par les intérêts extérieurs. Il y a un petit côté personne ordinaire chez Tim Walz. Et il y en a beaucoup d'autres qui pensent que c'est une faiblesse, qui pensent que pour gérer l'économie d'un pays, mais il faut déjà avoir bien géré ses propres finances, ou d'autres qui disent que pour négocier avec des chefs d'entreprise, des chefs d'État, il faut montrer quand même un certain patrimoine, une certaine réussite financière. Et j'ai beaucoup aimé cet article du Wall Street Journal, notamment quand il nous dit que de montrer la richesse, le patrimoine des hommes politiques, c'est un peu comme un test de Rorschach. Vous savez, ce test de psychologie où on vous montre des taches d'encre et vous devez dire ce que vous voyez. La manière dont on répond à la question de savoir si la richesse est bonne ou non pour une personne politique, ça révèle ce que nous valorisons et comment nous mesurons le succès. Alors les Américains, on les connaît, ils valorisent énormément la réussite financière, beaucoup plus que les Européens, et ils sont beaucoup plus ouverts à soutenir des hommes ou des femmes politiques riches, voire très riches, depuis 50 ans. Alors le depuis 50 ans, c'est ce que dit le Wall Street Journal. Mais en fait, en faisant mes recherches, je me rends compte que ça a toujours été le cas. Et même parmi les pères fondateurs des États-Unis, Washington, Jefferson, etc., beaucoup étaient déjà très riches. Si on prend leur fortune de l'époque et on la met en dollars d'aujourd'hui, on parle de centaines de millions de dollars. Alors attention, les Américains font une grande distinction entre ceux qui sont devenus riches et ceux qui sont nés riches. Retournons maintenant au patrimoine des hommes politiques français et notamment, puisque j'en ai parlé en début de vidéo, du compte-titre et du PEA d'Emmanuel Macron. On aimerait tous savoir comment Emmanuel Macron gère les 4 500 € de son PEA et les 4 600 € qu'il a sur son compte-titre. Oui, je sais, ce sont des petits montants, mais ils ont le mérite d'exister. Alors, si ça se trouve, ce sont des petits montants parce qu'il a juste acheté une biotech qui a perdu 99% de sa valeur il y a 10 ans. Mais c'est pas l'impression que ça donne parce qu'en comparant donc c'est son PEA compte-titre entre 2017 et 2022, on voit que son compte-titre a progressé de 71 €, c'est-à-dire 1,5%, et son PEA de 3 €, c'est-à-dire 0,07%. Et quand on regarde ce qu'ont fait les marchés mondiaux entre 2017 et 2022, c'est-à-dire une hausse entre 40 et 80% en fonction des dates que vous prenez, on peut facilement dire qu'il a probablement aucun titre en portefeuille sur son PEA et son compte titre, peut-être une petite position qui traîne, il doit avoir que des liquidités. Mais de l'autre côté, on a le PEA de Brigitte Macron. Alors sur les documents, c'est caviardé, mais comme c'est le conjoint qui est mentionné à chaque fois, et comme on a droit qu'à un PEA par personne, donc Brigitte Macron, elle a vu son PEA passer de 54 000 € à 59 000 € en 5 ans, soit une performance de 8%. Donc, bon, ça c'est si elle n'a pas fait d'apport, mais on peut imaginer, vu comme ils n'ont pas l'air très tourné investissement, qu'il n'y a pas eu d'apport. Donc, performance de 8% en 5 ans, ça a énormément sous-performé le marché, mais le bon point, c'est qu'on peut imaginer qu'elle a des actions ou des fonds actions, peut-être des fonds Rothschild, par exemple, qui auraient moins bien performé, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, on sent bien que les Macron ne sont pas de gros investisseurs en actions. Mais pour la question du jour, moi je suis très intéressé de savoir, est-ce que vous prenez ça comme un critère? Est-ce que pour vous, le patrimoine d'une femme ou d'un homme politique, c'est un critère? Ça vous dit quelque chose en fait sur la personne? Moi, de mon côté, oui. Très franchement, c'est oui. Alors, c'est pas le niveau de patrimoine qui m'intéresse, c'est plutôt la manière dont il a investi. Ça m'intéresse, c'est finalement une loupe un peu pour savoir comment est-ce que cette personne-là gère ses propres finances. Ensuite, sur le choix, est-ce que je dépense ou j'investis? Il y a un côté extrêmement personnel dans ce choix-là et je ne peux pas juger quelqu'un qui décide de beaucoup dépenser et de finalement peu investir. C'est un choix de vie. Ensuite, ça m'intéresse énormément quand il y a épargne, et je pense qu'il faut quand même un minimum d'épargne. Donc un homme ou une femme politique qui n'a aucune épargne, je trouve pas ça normal et pas bon signe pour moi pour gérer un pays. Mais donc la partie épargne, ça m'intéresse énormément. Ensuite, de savoir comment il ou elle le gère, et notamment quelqu'un qui a de l'épargne, qui se fait manger régulièrement par l'inflation parce qu'il est placé pendant des années sur des comptes titres ou sur des choses qui sous-performent systématiquement l'inflation, à nouveau, c'est quand même un mauvais signe. Ça montre qu'il y a une mauvaise gestion des finances et on peut se dire, si cette personne-là gère mal ses propres finances, alors ça doit être quelqu'un qui gère pas forcément bien un pays. Maintenant, c'est à votre tour. Est-ce que vous regardez ça? Est-ce que vous regardez le patrimoine des politiques? Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Est-ce que c'est le montant, en vous disant cette personne-là, elle a réussi, ou au contraire, cette personne un peu moins, mais justement, elle sera plus proche de nous, elle sera moins déconnectée de la réalité? Est-ce que c'est je compare ses revenus et à son patrimoine et je me dis, oh, c'est quelqu'un qui a tout claqué, ou bien au contraire, quelqu'un qui a mis énormément de côté? Est-ce que vous regardez la manière dont c'est investi? Parce qu'on est sur une chaîne de bourse, d'investissement, et je pense qu'on est globalement tous déçus de voir à
à quel point les politiques investissent peu dans les entreprises, voilà, et c'est toujours des livrets, c'est toujours des comptes titres et de l'immobilier. On a l'impression qu'il n'y a que ça qui existe, et finalement, ils ne créent pas beaucoup de valeur avec leurs investissements, qui sont la plupart du temps même pas des investissements, hein, qui sont juste voilà, des petits placements sans risque. Donc dites-moi ce que vous regardez chez les politiques, et est-ce que c'est un critère pour vous ou non. J'en profite comme d'habitude pour vous remercier. On est en plein été, on est en plein mois d'août, et pourtant vous êtes présents. Il y a pas mal de vues sur les vidéos précédentes, donc voilà, je suis vraiment très content. Je salue bien sûr tous les nouveaux arrivants et qui découvrent cette chaîne. Merci encore pour tous les likes, tous les commentaires, c'est vraiment très sympa. N'hésitez pas à me mettre des idées de vidéos en commentaire, et moi je vous dis comme d'habitude à bientôt pour une prochaine émission.